Bonjour à tous. Donc, aujourd'hui, nous allons plus spécifiquement traiter de la question de la mort. On a beaucoup de choses à faire et donc, a priori, je pense que, comme d'habitude, je n'arriverai pas à terminer ce que j'aimerais vous dire aujourd'hui, mais c'est pas grave. Ça nous renvoie à encore le prochain semestre. Mais dans un premier temps, vous dire quelque chose sur le texte de Jean Kelevitch, La mort, et donc première partie du temps de secours consacré à la manière dont Jean Kelevitch perçoit la mort. Premier temps. Un deuxième temps, j'aimerais quand même vous faire entendre stylistiquement, parce qu'on ne rentrera pas dans le fond du texte, mais vous faire entendre deux paroles. La parole de Hitchens, donc de Christopher Hitchens, Vivre en mourant, et le texte de Ricoeur, Vivant jusqu'à la mort. Pourquoi ces deux textes ? Parce que précisément, ce sont des textes au moment même où ils sont sur le chemin de la mort et sachant cela. Parce que malade, et donc leur écriture vient sceller cette connaissance-là. Et je trouve intéressant de voir comment l'un décrit particulièrement la maladie, et qu'est-ce que c'est ce sentiment par rapport à la maladie, et puis comment l'autre précisément considère que jusqu'à la mort, ce qui vient donner le sentiment premier qui se joue là, c'est certainement pas le sentiment de la mort, c'est le sentiment de la vie. Et donc dire cela avec Ricoeur, même si encore une fois ce sera plutôt une lecture qu'un commentaire absolument précis. J'aurais aimé vous dire quelque chose, je ne sais pas si j'en aurai le temps, mais sinon on le reprendra, sur Blanchot, quand il fait parler Kafka, sur ce paragraphe qu'il appelle, en reprenant la phrase de Kafka, la mort contente, et dire qu'est-ce qui se joue là aussi dans ce petit texte-là de Blanchot. Ensuite, j'aurais aimé vous dire quelque chose sur Montaigne et Sénèque, sur la manière dont, pareil, la mort, dans la manière dont la mort est définie par ces deux auteurs, sachant que, en plus, Montaigne fait écho à Sénèque, en tout cas au stoïcisme, et puis une dernière partie plutôt sur des quelques articles qui renvoient à la relation du médecin avec la mort, et donc faire entendre certaines paroles des médecins sur la manière dont ils vivent les décès de leurs patients, et notamment les médecins généralistes, avec un cas là-dessus. Et puis dire quelque chose également en s'appuyant sur deux textes que vous trouvez en ligne sur le CCNE, donc le comité d'éthique, le rapport qu'a fait le CCNE en 2014 sur le débat public concernant la fin de vie. J'ai pris ce texte-là parce qu'il reprenait, il faisait un état, un petit peu un état des lieux du débat en France sur ces questions. Et donc ça nous permettra de revenir là-dessus. Et puis la conférence des citoyens qui avait été faite à ce même moment. Voilà, vous dire quelque chose de là où on est en amont de maintenant Leonetti 2, puisque la loi Leonetti est donc votée dans son deuxième acte. Alors, premier temps sur la mort. Le texte de Jean Kelevitch, c'est au tout début, dans ce chapitre qui s'appelle « Le mystère de la mort et le phénomène de la mort ». Et donc, Jean Kelevitch va définir la mort comme une dialectique très particulière entre l'extraordinaire et l'ordinaire.
C'est une des entrées pour définir ce qu'est la mort. Et effectivement, dans un premier temps, la mort, dit-il, est par excellence l'ordre extraordinaire. Mais en fait, si on voulait être juste, ce serait plutôt l'inverse, dit-il. Puisque bien évidemment, ce qui serait extraordinaire, c'est qu'elle n'ait pas lieu. Ça serait précisément la suspension de la mortalité, donc l'immortalité qui serait, dit-il, le prodige, la merveilleuse merveille. Mais là, en l'occurrence, pourquoi maintient-il cette idée d'un extraordinaire ordinaire? Parce que c'est une évidence de fait, donc c'est de l'ordinaire, c'est même familier, donc c'est du supra-ordinaire, et pourtant, cette évidence, chaque fois que nous la rencontrons, nous paraît toujours aussi choquante. Ça fait scandale. Il y a quelque chose qui n'arrive pas à être expérimenté, ce qui est d'ailleurs la vérité de la mort. Il n'y a pas de vécu de cela, en tout cas de vécu propre. Et donc, cet événement, dit-il, si normal, éveille chez chacun un sentiment d'accidentel. Et il reprend cette phrase magnifique de Ionesco dans Le roi se meurt, « Tout le monde est le premier à mourir ». Et donc c'est cette expérience-là d'un commencement premier qui se joue dans le moment final, donc dialectique extraordinaire-ordinaire et dialectique fin-commencement. Et c'est comme l'amour, dit-il. Donc c'est assez drôle d'aller chercher la comparaison avec l'amour, ce qui est d'une certaine manière peut-être la chose la plus plaisante au monde. Mais pourquoi il va chercher cette comparaison avec l'amour? Parce que à chaque amour, c'est neuf. À chaque amour, c'est comme s'il n'y avait pas eu de passé, comme si nous n'avions jamais été amoureux, dans ce premier moment où tout d'un coup l'amour est là. L'amour est toujours neuf pour ceux qui le vivent. Et donc, ce mélange de familiarité, d'étrangeté, qui, dit-il, est la marque de la mort. Alors, pour poursuivre, la mort, dit-il, c'est aussi un rapport très particulier entre la mort propre et puis, bien évidemment, la mort des autres. Et dans un premier temps, on n'en est même pas là. Parce que la mort propre et la mort des autres, c'est éminemment personnel. Bon, la mort propre, on ne la vit pas, mais la mort des autres, c'est précisément une mort. Mais d'abord, en premier temps, la mort est une question abstraite, question théorique. La mort, ça n'advient qu'aux autres. Et il prend, différents exemples pour dire, voilà, d'ailleurs notamment dans la littérature, qu'à chaque fois, c'est un autre qui est mort, Dieu merci, comme si, dit-il, le décès était une mésaventure réservée à autrui. Et en fait, on voit les autres mourir, mais les autres, pas mon autre, les autres mourir comme à chaque fois, bon, c'est pas nous, quoi. C'est pas nous, et c'est très, 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 très loin. C'est la loi de la mortalité qui concerne les hommes en règle générale, mais qui, d'une certaine manière, ne me concerne pas moi. Et d'ailleurs, c'est ce que nous faisons là. C'est-à-dire cette capacité de disserter sur la mort comme si vraiment ça se passait là, au loin, mais certainement pas ici et maintenant. Celui qui parle de la mort, on y est. Qui entreprend de philosopher sur la mort, on y est doublement. De penser la mort, celui-là s'accepte lui-même de la mortalité universelle. C'est-à-dire, il sort, à l'instant même où il cherche à penser la mort, il sort du cercle de la mort. Ce qui est d'ailleurs intéressant, parce que ça renvoie aussi
la parenté de la pensée avec l'éternité, d'une certaine manière. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on pense, même la pire des choses, ça nous fait aller vers un suspens qui fait que précisément on n'est pas mortel dans la pensée. Et c'était d'ailleurs une autre question, une autre manière de problématiser la mort chez Jean Kelevitch. Je le cite: si la mort n'est pensable ni avant, ni pendant, ni après, quand pourrons-nous la penser? Bon. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que voilà, le seul lieu où on peut échapper à la mort et devenir immortel, c'est dans la pensée de la mort. Et dans le fait, éventuellement, à un instant T, de philosopher sur la mort. Et donc, on voit tout d'un coup le caractère profondément vitaliste et non pas mortifère de penser sur la mort. Penser sur la mort, précisément, si on suit le... hop, on fait un pas de côté et on sort de cette chose-là. Alors, là, donc, comment petit à petit il va également définir la mort avec cette dialectique de l'inédit, de l'imprévu, et bien évidemment du sentiment d'irréversible. C'est dans le passage un petit peu plus loin qu'il nomme la prise au sérieux, 2 points. Qu'est-ce que serait la mort? La prise au sérieux, 2 points. Effectivité, imminence, concernement personnel. Alors, c'est important parce que, si vous vous souvenez, chez Jean Houry, vous vous souvenez, on avait parlé de cette notion de sérieux, parce que quand on demande à Jean Houry s'il a été analysé, il dit non. Enfin, non, si, finalement, non, je n'ai pas été analysé, au sens où je serais allé sur le divan, mais d'une certaine manière, j'ai presque fait mieux, puisque je me sens le disciple de Kierkegaard. Et donc, si je devais rendre compte de mes analystes, je citerais Kierkegaard, je citerais Lacan, en tout cas Kierkegaard, et notamment cette notion de sérieux. Et quand Kierkegaard définit la notion de sérieux, il dit précisément c'est la sortie du discours sûr, c'est quelque chose d'existentiel. Si vous voulez vous demander à un moment donné qu'est-ce que le sérieux, c'est ce qui renvoie à un sentiment existentiel. Chez Jean Kelevitch, le sérieux, c'est aussi un terme qui revient très souvent. Pas forcément dans ce texte-là, oui, notamment, mais dans tout le traité des vertus. La notion de sérieux est tout à fait importante. Le moment de sérieux aussi, là c'est la prise au sérieux, mais le moment de sérieux, très souvent chez Jean Kelevitch, c'est le moment du courage. Sérieux, non pas parce que dogmatiquement sérieux, ce n'est pas le sérieux du dogme, dit Jean Kelevitch, c'est le sérieux de la temporalité. Sérieux parce que ici et maintenant. Ça, c'est le moment de sérieux. Je ne peux pas échapper au réel. Je ne peux pas échapper à une obligation d'être en présence avec ce qui est devant moi. Et ça, c'est le sérieux. Et d'ailleurs, si vous vous souvenez, d'une façon plus positive, chez Nietzsche, dans le Zarathustra et ailleurs, lui aussi, il parle de sérieux, et il va chercher une autre figure pour dire et témoigner de qu'est-ce que c'est ce sérieux. Et ça veut dire la même chose, ça veut dire ce sérieux de la présence aux choses, être intégralement là. Voilà ce que c'est que sérieux. Eh bien, c'est qui est dépositaire de ça? C'est l'enfant. L'enfant est intégralement là, par exemple, quand il joue. Il y est intégralement. Et la puissance de l'enfant,
en tout cas dans toute une première partie, sans doute peut-être avant l'âge de raison, comme on dit, c'est d'être intégralement à ce qu'il est, pas de reste. Et ça, c'est le sérieux de l'enfant. Et il faudra tant de temps pour récupérer hein, à la fin du voyage d'être un adulte, il faudra tant de temps pour récupérer ce sérieux qu'a l'enfant, d'être simplement aux choses. Donc voilà, il faut, on n'est vraiment pas dans cet esprit de sérieux. On est dans, encore une fois, le mouvement bachelardien, connaissance, hein, le fait de naître aux choses, d'être avec. Donc, ce sérieux chez Jean Kelevitch, là également, la prise au sérieux, c'est bien évidemment tout de même la question de la mort aussi, qui nous met en présence d'une temporalité, d'un espace-temps où on ne peut plus échapper. Mais je cite Jean Kelevitch, parce que là aussi, on continue d'expliquer la découverte de ce que l'on sait. Et ça, c'est intéressant aussi. Alors, ça renvoie aussi à une vieille définition de ce qu'est la connaissance chez Platon. Si vous vous souvenez, chez Platon, la connaissance, c'est de la réminiscence. Donc, en fait, on ne connaît que ce dont on se souvient. Hein, et donc, c'est toujours un process de réminiscence. Mais là, c'est un tout petit peu différent. C'est une réminiscence aussi, mais je dirais immanente à notre propre vie. Plus généralement, dit Jean Kelevitch, l'homme passe sa vie à apprendre ce qu'il savait. Donc c'est une vérité de la mort, mais en fait, il est aussi en train de nous dire une vérité de la connaissance et du processus d'apprentissage. Nous passons notre vie à apprendre ce que nous savons intuitivement, avec une sorte d'épistémologie naïve, et puis nous passons comme ça, nous remettons sans cesse sur le métier ces intuitions essentielles en nous. Pour certains, dans d'autres philosophies non occidentales qui ne renvoient pas à la réminiscence, mais à des questions de karma, de réincarnation, il y a aussi quelque chose qui renvoie à ce qui nous a précédés. Mais voilà, on passe sa vie à apprendre ce que l'on sait, et toute cette dialectique de la connaissance de la mort et reconnaissance, et en fait quand même non. Alors c'est toute cette complication, c'est-à-dire que l'homme croyait savoir et il ne savait pas. Il s'arrange, dit-il, pour être toujours surpris par la chose du monde la moins surprenante. Donc, voilà, on est encore dans toujours ces dialectiques basées sur, dans un autre texte, on a ça, le je ne sais quoi et le presque rien, de paradoxologie, si je reprends le terme de Jean Kelevitch. Alors je poursuis. Alors il y a la question théorique de la mort, on l'a vu, la mort concerne les autres. Il y a le philosopher sur la mort et le fait que ce que l'on dit de la mort peut nous aider à définir ce que l'on dit de la pensée, fort bien. Et puis il y a des événements qui commencent à être plus percutants. La mort de nos parents. Donc il y a un passage sur la mort de nos parents. Là aussi, je dirais, ça se rapproche. La mort de nos parents ne nous a rien appris matériellement que nous ne sachions déjà, depuis toujours. Tout ce qu'il y a à savoir sur ce chapitre, nous le savons. Que les hommes, en général, sont mortels et que l'être cher doit mourir, parbleu, puisqu'il est l'un de ces hommes. Qu'a-t-il appris en somme cet être en deuil, nouvellement initié à la vérité immémoriale?
il n'a rien appris de nouveau, et pourtant, il a sans doute compris quelque chose, compris je ne sais quoi d'impalpable, qui n'a de nom dans aucune langue. Il n'a rien appris du tout, mais qui peut nier la valeur irremplaçable de son expérience? Alors, il poursuit, cette expérience qui n'est pas une illumination, n'est pas non plus l'acquisition d'une connaissance nouvelle. Cette expérience est, sur place, la découverte d'une profondeur méconnue et dont la méconnaissance nous exposait à toutes sortes de malentendus et de déceptions. Voilà, l'irremplaçable expérience de l'irréversible. Voilà ce que c'est. Et il y a de quoi prendre la chose au sérieux. Et dorénavant, très souvent, la mort des parents, c'est en tout cas la mort d'un proche, et notamment la mort d'un proche, pas simplement un ami, mais d'un proche avec lequel on est lié. Alors, c'est la découverte d'une profondeur méconnue, etc. Là aussi, on pourrait voir quelque chose de l'expérience du médecin. Je poursuis parce que précisément ce moment de la mort, Yankelevitch dit, voilà, on réalise. On savait, et en fait, on savait sans réaliser. Et le passage entre le savoir théorique et la réalisation, la conscientisation de cette expérience, c'est, dit-il, passer de l'évidence raisonnable mais non convaincante à l'évidence opaque mais vécue. Et ça, je crois qu'on peut le dire de, sans doute, les expériences de médecins, quand tout d'un coup, de manière plus proche, ou même chacun d'entre nous, quand nous faisons cette expérience d'avoir d'un côté quelque chose de très clair, mais bon, mais en fait superficiel, c'est très clair, c'est théorique, on peut le transmettre, la mort c'est ceci, la mort c'est cela, et puis, bon, voilà, en fait, on n'en dit pas grand-chose. Tout est juste, hein, tout est théoriquement juste, mais on n'en dit rien. Et puis, le moment d'expérience où tout d'un coup, on est peut-être plus capable de dire ce que c'est, et pourtant, ce qui est délivré là dit quelque chose bien plus substantiel, bien plus profond de ce qu'est cette expérience. Et ça, c'est intéressant parce que ça renvoie à la difficulté aussi de dire qu'est-ce qu'une connaissance. Et bien évidemment, bon, voilà, c'est dans l'anéantissement, je cite, et l'arrachement à l'être que l'homme expérimente le plus intensément l'effectivité de la mutation. Voilà, apprendre en sachant déjà et à l'avance ce qu'on apprend, c'est brusquement savoir d'un savoir vécu. Hein. Voilà, qu'est-ce que c'est que le savoir vécu? Jusqu'à présent, disait-il, on connaît du bout de la pensée. Et dorénavant, on connaît avec l'âme tout entière. Connaître du bout de la pensée, voilà, la mort, ça met fin à la connaissance du bout de la pensée. Un peu plus loin aussi, dans la continuation de cela, c'est une sorte de typologie qui renvoie un petit peu à ce qu'on a dit, ce qu'il appelle la mort en troisième personne, la mort en seconde personne et la mort en première personne. Et ce n'est pas, bien évidemment, la même chose.
Alors bien évidemment, la mort en troisième personne, vous avez compris ce que c'est la mort en général, la mort abstraite, anonyme, ou bien parfois la mort propre, mais qui est tellement impossible au moment où on la formule, où on réfléchit sur sa propre mort, que de fait, elle se met à distance. Le passage, la mort en troisième personne et la mort en première personne, par exemple, quelquefois, alors je ne sais pas si Pauline est dans la salle, mais oui, voilà, là-haut. Donc, et je dis ça parce que Pauline fait une thèse notamment sur le médecin malade, et c'est dans Jankélévitch l'exemple qu'il va donner sur celui qui parfois un jour fait l'expérience très désagréable de la mort en troisième personne et puis la mort en première personne. Effectivement, où il devient... il passe, il traverse le propre miroir où à la fois il reste médecin, il ne peut pas s'empêcher de rester médecin et en même temps, tout en étant malade, il bascule vers un jeu. Et donc, dans une impossibilité où on ne peut plus être dans une mort indifférente. Je cite: mais il arrive aussi que le médecin malade, tout en restant un peu médecin dans son malheur, soit encore plus malade que médecin. Il n'est alors qu'une misérable créature englobée avec toutes les autres créatures dans le même destin et dans le même mystère. Si la troisième personne est principe de sérénité, la première personne est assurément source d'angoisse. Je suis traqué. Voilà l'expérience de la mort en direct. En première personne, la mort est un mystère qui me concerne intimement, dans mon néant. J'y adhère étroitement. Je ne peux pas garder mes distances. Mea, res, agiture. C'est de moi qu'il s'agit. C'est moi qu'on désigne du doigt, qu'on tire par la manche. Je ne pourrai plus loucher, dit-il, sur le voisin. Et qu'est-ce qui se joue? Il se joue que l'ajournement à plus tard est fini. En gros, je ne peux plus, parce que très souvent, nous feintons, nous faisons semblant. Ça nous permet de vivre. Généralement, la première grande confrontation avec la mort propre, avec cette idée que, voilà, concernement personnel, dit Jankélévitch, je vais mourir, c'est assez rare, mais ça arrive à certains d'entre nous, c'est la fin, d'une certaine manière, de pouvoir feinter. C'est-à-dire que là, il y a quand même quelque chose, on ne pourra pas feinter cela. Je poursuis donc sur donc ces morts en première personne, en troisième personne. Alors, vérité, bien évidemment, qui est que, voilà, la mort en première personne, c'est, là aussi, c'est pour ça que c'est le moment de sérieux. Je ne peux pas déléguer à autrui cela. De fait, on mourra seul. L'instance suprême ne comporte justement pas de compagnon de route. Ça aurait été agréable. Bon. Et c'est d'ailleurs assez drôle parce qu'il va faire référence, vous vous souvenez, la fois dernière, on a parlé du Phédon. Et il fait référence au Phédon, à Socrate. Et il rappelle que, voilà, dans le Phédon, c'est comme si, d'une certaine manière, tous les compagnons de Socrate s'étaient donné le mot de ne pas permettre à Socrate d'être seul face à la mort. Alors que, bien évidemment,
il y sera et il dit « Les derniers moments de Socrate seront donc un long dialogue qui emplit de propos raisonnables les trous du silence qui anime la solitude désertique de l'agonie. Socrate, entouré d'amitié, poursuit la conversation jusqu'à l'article dernier, jusqu'à l'instant du pas solitaire. Hein? Et d'une certaine manière, on n'arrive pas à le laisser. Hein, c'est comme si chacun d'entre nous, nous refusions de laisser passer ce seuil, alors que bien évidemment, ce seuil ne se passe que seul. Et je poursuis, c'est aussi un petit peu plus loin, parce que c'est assez, comment dire, drôle. Il faut avoir un tout petit peu d'humour, si j'ose dire, par rapport à la mort. Et c'est terrible parce que, voilà, qu'est-ce que l'expérience du néant ? C'est précisément pas la rencontre de la mort au sens de l'exceptionnel, c'est la découverte du banal dont on ne se remet pas. Ce qui est rageant d'une certaine manière. Voilà, la foi, hein, une fois, deux fois, la foi qui ne vaut rien alors qu'elle vaut tout pour l'individu. C'est ça l'ironie absurde. Et cette phrase absolument géniale de Jean Kelevitch, la dernière fois ne recèle aucun secret. Effectivement, tout ça pour ça. S'il est un secret, c'est celui précisément de la mort, ne livrant rien, en tout cas à celui qu'elle expérimente. Alors, et justement, alors il fait, je le cite, il dit d'ailleurs, Socrate est le premier d'une certaine manière à le savoir, même si on a vu que dans le Phédon, Socrate dit que bien évidemment la mort en elle-même n'est strictement rien, puisque voilà, c'est comme simplement une porte et il suffit de la traverser pour retrouver l'immortalité de l'âme. Mais je cite Jean Kelevitch, il dit voilà, qu'est-ce que dit Socrate et cela ne viendra pas démentir d'une certaine manière l'insignifiance de la parole ultime, puisque vous vous souvenez, la parole ultime de Socrate, c'est sacrifier un coq à Esculape. Et Jean Kelevitch de commenter, c'était bien la peine de retenir sa respiration. Parce que c'est vrai que comme dernier mot, bon, et justement, voilà, c'est-à-dire, et il s'agira bien évidemment en dernière instance de retenir sa respiration. Bon, entre cette expérience d'une mort propre et d'une confrontation avec un banal dont on ne se remet pas, il y a quelque chose de plus dur, d'une certaine manière, c'est le cas intermédiaire, dit-il, de la deuxième personne. Et ça, c'est magnifique quand il définit ce qu'est le toi. Qu'est-ce que le tu? Qu'est-ce que le toi? C'est le non-moi en son point de tangence avec le moi. C'est bien évidemment de l'intersubjectivité que surgit la subjectivité. Aussi, la mort d'un être cher est-elle presque comme la nôtre, presque aussi déchirante que la nôtre. Et cette formule, c'est l'inconsolable qui pleure ici l'irremplaçable. Oups. Et donc, je passe sur le cas de la désespérance de la mère qui perd son enfant. Là aussi, il reprend sur la mort
de nos parents, qui fait disparaître, dit-il, le dernier intermédiaire interposé entre la mort en troisième personne et la mort propre. Le dernier glacis. Voilà, la mort des parents, c'est le dernier glacis qui tombe, qui séparait la mort personnelle du concept de la mort. C'est bien dit. C'est maintenant mon tour. Et c'est la génération suivante qui pensera désormais la mort à travers ma mort effective. Dernier petit point sur cette petite introduction avec Jean Kelevitch, c'est un petit peu de grammaire, si j'ose dire, autour de la mort. Comment on conjugue cette notion-là. Alors, la première personne du singulier ne peut conjuguer mourir qu'au futur. Et en fait, la première personne n'a à son usage, dit-il, qu'une conjugaison défective. Pourquoi ? Parce que c'est une conjugaison sans passé. C'est vrai, hein ? De fait, on ne peut pas dire « je suis mort ». Donc, il n'y a pas de passé de cette conjugaison-là, de cette mort. Et puis, sans présent. Donc, plus particulièrement, dit-il, par ailleurs, je ne meurs jamais pour moi, la mort n'existe jamais. Ou comme nous disions encore, ce n'est jamais moi qui meurs, c'est toujours l'autre. Mieux encore, je ne meurs que pour les autres, jamais pour moi-même. Et comme à mon tour, je connais seul la mort de l'autre, que l'autre lui-même ne connaît pas. Donc c'est intéressant aussi ce savoir dont personne ne peut faire l'expérience en direct et dont nous faisons toujours l'expérience par les autres. Alors c'est une vérité peut-être de la connaissance en règle générale, mais c'est moins évident. On a toujours l'impression d'une linéarité, d'un chemin plus direct entre ce que l'on croit savoir et ce que l'on sait réellement. Là, la mort annule résolument cette illusion du savoir, et je crois que d'une certaine manière, ça dit quelque chose de la connaissance en règle générale, et pas simplement de la mort en particulier. Alors, je voulais vous dire également quelque chose, voilà, vous faire entendre la parole de Christopher Hitchens, qui est un journaliste, écrivain anglo-américain bien connu, mort donc, et ce livre a été écrit juste avant sa mort, donc il est mort en 2011, et il a écrit quasiment jusqu'au dernier moment où il pouvait écrire. Et donc c'était une manière de faire entendre stylistiquement un témoignage d'un écrivain et de quelqu'un qui vit la mort, puisque c'est comme ça qu'il essaye de penser cela. Alors, j'ai choisi plusieurs passages, dont un, là aussi, un brin ironique, parce qu'il a pas mal d'humour. Alors, là, c'est une séance de dédicace, parce qu'il fera tout jusqu'à la fin pour essayer d'en être. Bon. Depuis que j'ai été scié, c'est le terme qu'il utilise, en pleine tournée de promotion d'un livre pendant l'été 2010, j'ai adoré saisir toutes les chances de me rattraper et tenir tous les engagements que je peux. Débats et lectures font partie pour moi de la respiration de la vie.
et j'aspire de grandes bouffées en toutes les occasions et tous les lieux possibles. Quand il écrit ça, il est excessivement malade. Hein. Il n'est pas en... Je prends aussi un réel plaisir à me trouver face à face avec vous, chers lecteurs, que vous soyez ou non munis d'un reçu pour un magnifique exemplaire de mes mémoires. Mais voici ce qui m'est arrivé il y a quelques semaines. Imaginez-moi, si vous voulez bien, assis à ma table et voyant approcher une femme d'aspect maternel. Elle. J'ai été désolée d'apprendre que vous avez été malade. Moi. Merci de me dire ça. Elle. Un cousin à moi a eu un cancer. Moi. Oh, j'en suis vraiment désolée. Elle. Tandis que la queue s'allonge derrière elle. Oui, du foie. Lui, il est mort d'un cancer de l'œsophage. Moi, ça n'est jamais bon. Elle. Mais c'est passé, alors que les docteurs lui avaient dit que c'était incurable. On voit très bien qu'elle essaye de remonter le moral. Moi, eh bien, c'est ce que tout le monde voudrait apprendre. Elle, les gens au fond commençant à manifester quelque impatience. Oui, mais ensuite c'est revenu. Et bien pire qu'avant. Moi, oh, quelle horreur. Elle, et puis il est mort. Ça a été atroce. Atroce, ça n'en finissait pas. Moi, commençant à chercher mes mots. Elle, bien sûr, il était homosexuel, depuis toujours. Moi, à court de mots, et ne voulant pas être assez bête pour répéter son bien sûr. Elle et toute sa famille proche l'a renié. Il est mort pratiquement seul. Moi, eh bien, je ne vois vraiment pas ce que je pourrais... 3 petits points. Elle, en tout cas, je voulais juste vous dire que je sais exactement quelle épreuve vous traversez. Bon, et pourquoi dit-il ça? Pourquoi il raconte ça? Ce fut une rencontre étonnamment épuisante, dont je me serais bien passée. Du coup, je me suis demandé s'il n'y aurait pas place pour un bref manuel de savoir-vivre en matière de cancer, destiné aussi bien aux malades qu'aux sympathisants. Je trouve ça assez drôle, parce qu'on connaît les sympathisants, et qui en même temps, qu'est-ce qu'ils peuvent fondamentalement faire d'autre. Et il poursuit sur, et c'est assez salutaire, sur l'égoïsme aussi à un moment donné d'un malade en dernier stade. Et il termine ce chapitre en disant, voilà, après tout, je n'ai guère fait mystère de ma maladie, mais je ne me promène pas non plus en arborant au revers de mon veston un badge marqué « Interrogez-moi sur la phase 4 du cancer de l'œsophage avec métastase et sur rien d'autre ». À dire vrai, si vous n'avez rien à m'apprendre sur ce sujet et sur lui seul, ni sur ce qui arrive quand les ganglions lymphatiques et le poumon sont atteints, je ne suis guère intéressé ni compétent. On développe presque une espèce d'élitisme à propos de la singularité unique de sa maladie. Donc, si l'histoire que vous me racontez, qu'elle soit la vôtre ou qu'elle soit de seconde main, concerne quelque autre organe, vous devriez envisager de me la rapporter de manière succincte, ou au moins de façon plus sélective. Cette suggestion est valable aussi bien si l'histoire est extrêmement déprimante et mauvaise pour le moral, voire ci-dessus, que quand elle cherche à vous inspirer confiance et optimisme. Qu'est-ce qu'il cherche à dire là? Il cherche à dire là aussi un paradoxe qui est que on ne s'intéresse à rien d'autre qu'à sa maladie et en même temps, on n'est pas apte non plus à entendre résolument quelque chose ou alors quelque chose d'une connaissance totale. Et ça, c'est très étonnant de voir comment, en tout cas lui c'est sa position, d'autres diraient peut-être non, je ne veux surtout pas qu'on me parle de quelque chose en rapport, mais en même temps au moment où on ne vous parle pas de ça, vous n'arrivez pas non plus à être spécifiquement intéressé. Et c'est cette complication de la mort, on a dit tout à l'heure, la mort c'est être en présence, bien évidemment, mais c'est cette complication d'une telle présence à la mort qui fait que l'on n'arrive pas nécessairement à être présent
à autre chose. Et c'est toute cette difficulté-là. Ça vous donne le sentiment le plus puissant de la présence, et en même temps, c'est une telle interface que vous n'arrivez plus, en tout cas vous avez une illusion, vous n'arrivez plus à être présent à autre chose qu'à ça. Et là, je dis ça parce que c'est assez bien écrit. La façon la plus expéditive, ah oui, alors, une manière d'essayer, ah oui, voilà, en gros, à la question, c'est grave, c'est pas grave, où est-ce que vous en êtes, etc., il répond cette chose. La façon la plus expéditive est d'indiquer que ce qui caractérise le stade 4, c'est qu'il n'y a pas de stade 5. Et là aussi, c'est aussi tout un... c'est drôle. C'est drôle, là encore, par cette notion, le stade 4, de dire autant de choses en si peu de mots. C'est là aussi, je dirais, la prérogative du discours médical, sa force, sans doute, et en même temps sa difficulté. Je cite encore, pour vous montrer à quel point, avec le texte de Ricoeur, on aura vraiment une toute autre manière de vivre l'arrivée de la mort, la confrontation avec la maladie. C'est dans les dernières pages, donc vraiment les tout derniers moments avant sa mort. Et là, il raconte beaucoup de ce corps qui est en train de disparaître. Perdu 7 kilos, sans rien faire pour ça. Enfin svelte, mais sans me sentir plus léger. Car aller jusqu'au frigo est comme une marche forcée. Et puis ont disparu aussi ces vicieuses pustules de psoriasis ou d'eczéma qu'aucun médecin n'arrivait à traiter. Ce doit être une toxine impressionnante que je suis en train d'absorber et une bénédiction en matière de sommeil, mais tous les somnifères et ces petits sommes merveilleux m'ont l'air d'être, d'une certaine façon, de la vie perdue. Il y a pléthore de temps futurs où être inconscient. Donc ça, c'est les derniers moments. Et puis, son dernier passage, c'est vraiment sa dernière page. Sensation vertigineuse d'être poussé en avant dans le temps, à coups de pied, catapulté vers la ligne d'arrivée. Je dis ça parce que vous allez voir, avec Ricoeur, vraiment, on n'a pas du tout le... D'un côté, on a une espèce de... pas d'apaisement, mais chez Ricoeur, c'est hallucinant. Et là, catapulté à coups de pied, c'est assez... voilà, ça dit toute la diversité, si j'ose dire, de ces expériences par rapport à la mort. Essayez de ne pas penser avec ma tumeur, ce qui serait ne pas penser du tout. Les gens essayent de parler comme si c'était un épisode dans votre vie. Oncologie, ontologie. Sous le vieux système religieux, le ciel vous condamnait simplement à être copieusement torturé puis exécuté. Montaigne, notre religion, n'a point eu de plus assuré fondement humain que le mépris de la vie. Il continue, il avance. Froid aux pieds. Pour le moment, seulement la nuit. Névropathie périphérique. C'est l'un des termes, comme nécrosé. Voilà, nécrosé, qui décrivent la mort dans la vie de l'organisme. Et on perd du poids, mais le cancer ne songe pas à se nourrir de votre graisse superflue. Il veut vos muscles. Le régime de Tumerville ne sert pas à grand-chose. Hein. Il attrape, en fait, bien évidemment, la chose la plus essentielle de soi. Et puis, il terminera en citant un autre,
qui est un livre d'un auteur contemporain qui s'appelle Alan Lightman. Je ne sais pas si vous avez lu Le rêve d'Einstein, et qui est une pirouette d'une certaine manière pour se dessaisir de l'idée que l'immortalité serait une bonne chose. Et il cite Alan Lightman qui dit, voilà, avec une vie infinie va une liste infinie de parents. Et alliés, les grands-parents ne meurent jamais, ni les arrière-grands-parents, les grandes-tantes, et ainsi de suite, en remontant à travers les générations. Tout le monde est vivant et donne son avis. Les fils n'échappent jamais aux ombres de leur père, ni les filles à celles de leur mère. Nul ne prend jamais possession de soi. Tel est le prix de l'immortalité. Aucune personne n'est entière, aucune personne n'est libre. Bon, je ne sais pas si c'est en l'occurrence vrai. C'est vrai que j'avais un autre camarade, Roland Jacquard, écrivain et qui était éditeur au PUF, qui précisément était absolument dans cette position-là, le phénomène des poupées russes, avec l'allongement de la vie où tout le monde est dans tout le monde, hein, où l'œil de la toute-puissance maternelle continue jusqu'à plus soif, une sorte de panoptique familiale, et qui, d'une certaine manière, normalement, c'est vrai, dans d'autres temps où l'allongement de la vie n'est pas aussi fort, tombe par faute de combattants. Alors que là, de fait, il y a quelque chose qui se poursuit. Mais bon, donc ça, c'est le texte de Christopher. Juste comment dire, une petite citation donc de Ricoeur dans Vivant jusqu'à la mort. C'est alors, je cite le passage. Survivre, c'est un long trajet, au mieux celui du deuil, c'est-à-dire de la séparation acceptée du défunt qui s'éloigne, se détache du vivant pour que celui-ci survive. Mais enfin, c'est encore pour moi une anticipation intériorisée, la plus terrifiante, celle du moribond que je serai pour ceux qui assisteront à ma mort, qui l'assisteront. Eh bien, je dis que c'est l'anticipation de l'agonie qui constitue le noyau concret de la peur de la mort, dans toute la confusion de ses significations empiétant l'une sur l'autre. C'est pourquoi, dit-il, je voudrais me confronter d'abord avec cette idée de la mort comme agonie anticipée. On verra avec Montaigne qui dit exactement la même chose. Pour cela, je m'efforcerai de délivrer l'inévitable anticipation du mourir et de l'agonie elle-même, de l'image du moribond dans le regard de l'autre. Il est allé voir dans les soins palliatifs des sidaïques, des cancéreux incurables, bref, des malades en phase terminale. Ils ne disent pas qu'il est facile de mourir. Ils disent 2 ou 3 choses qui me sont très précieuses. D'abord ceci. Tant qu'ils sont lucides, les malades en train de mourir ne se perçoivent pas comme moribonds, comme bientôt morts, mais comme encore vivants. Encore vivants, voilà le mot important. Ensuite, encore ceci, ce qui occupe la capacité de penser encore préservée, ce n'est pas le souci de ce qu'il y a après la mort, mais la mobilisation des ressources les plus profondes de la vie à s'affirmer encore. Bon, donc ça c'est véritablement, alors ça vient d'une certaine manière valider ce que dit Jankélévitch dans l'impossibilité d'expérimenter la mort. Ou alors c'est précisément expérimenter ça à la mort, c'est-à-dire encore vivant.
et toujours mobilisant les ressources les plus fortes par rapport à cet instant final. Alors, un mot, je l'avais dit, avant d'en revenir plus spécifiquement aux médecins et à la loi Leonetti. Montaigne et Sénèque. Montaigne, c'est 3 textes particulièrement connus dans les essais. On les avait un petit peu évoqués aussi dans les séances précédentes. Le premier essai, c'est le premier texte, c'est dans le livre 1, chapitre 20. Et puis, les 2 autres, c'est le livre 3, chapitres 19 et 20. Et entre le premier texte, livre 1, chapitre 20, on est en 1572, et puis 1580 voire même un peu plus, pour les 2 autres textes. Et ce qui est fondamentalement sympathique chez Montaigne, c'est bien évidemment la transformation de la vision de la mort à mesure que le temps passe. Et je dois dire, est sympathique tout de même en soi. Alors, le premier texte, on est avec Socrate, c'est le Phédon, c'est les stoïciens, c'est Platon. Et je cite ce texte, vous le connaissez très bien. Le but de notre carrière, c'est la mort. C'est l'objet nécessaire de notre visée. Le remède du vulgaire, c'est de n'y penser pas. Et donc, alors, le but de notre carrière, c'est la mort. Donc, on est vraiment dans la résolution platonicienne que philosopher, c'est apprendre à mourir, que la vie est un long chemin de préméditation de la mort, que le vulgaire, celui qui, comment dire, ne veut pas penser les choses, celui-là précisément occulte, et que c'est une insuffisance d'occulter ou de refouler. Et puis aussi que nous avons comment dire, une peur de la mort qui est totalement irrationnelle, stupide, insuffisante. Comment pouvons-nous craindre la fin de tous les maux? C'est vraiment, on retrouve ça tout le temps chez les stoïciens. Et puis qu'en fait, c'est là où je dis que c'est assez proche de l'anticipation de l'agonie, quand Ricoeur parlait de ça. Voilà, en fait, nous faisons peur, dit Montaigne, on fait peur à nos gens seulement de nommer la mort. Et en fait, c'est quand on regarde tout l'ornement que nous mettons dans cette histoire, que déjà, d'une certaine manière, c'est absolument effroyable. Et en fait, ce sont les représentations de la mort, et non pas la mort elle-même, qui sont effroyables. Et c'est plus loin dans ce texte, il dira « il faut ôter le masque ». De la mort, au sens où, voilà, je cite, « je crois à la vérité que ce sont ces mines et appareils effroyables de quoi nous l'entourons qui nous font plus de peur qu'elle. » En fait, c'est tout. Alors, il cite les cris des mères. À chaque fois, on y retourne. C'est toujours un moment délicat sur la question des femmes. C'est toujours elles qui pleurent. Bon, bon. Donc les cris des mères, des femmes, alors les enfants, la visitation de personnes étonnées et transies, l'assistance d'un nombre de valets pâles et éplorés, donc on les voit tous comme ça, une chambre sans jour, des cierges allumés, notre chevet, il manquait plus que assiégé de médecins et de prêcheurs,
sommes toute horreur et tout effroi autour de nous. Ça, c'est pas la mort, c'est toute la mise en scène de la vie autour de la mort. C'est le grand théâtre de la vie sur la mort. Hein, on est d'accord. Parce qu'on n'a pas encore parlé du moribond lui-même. Il n'y est pas. Hein, on ne s'en occupe pas, mais en revanche, tout le spectacle autour, c'est quelque chose de terrible. Et c'est là où il nous dit, mais mon Dieu, ôtons ce masque. Hein. Il faut ôter le masque aussi bien des choses que des personnes. Et à ce moment-là, en relation directe avec la mort, on se rendra bien compte d'une certaine manière de son caractère non effroyable. Et comment on se rend compte de ce caractère non effroyable à cette époque, dans ce texte? C'est par l'exercice stoïcien de s'entraîner à penser la mort. Hein, c'est un des cheminements. Hein, ôtons l'étrangeté de la mort, pratiquons cela. Hein, il faut s'accoutumer. Hein, il faut n'ayons rien si souvent en la tête que la mort. Comme nous ne savons pas où elle va surgir, préparons-nous tout le temps. Hein, donc on est vraiment dans un... Voilà, et avec cette formule magistrale qu'on retrouve bien évidemment aussi dit d'une autre façon dans le Phédon et chez les stoïciens, la préméditation de la mort est préméditation de la liberté. Parce que c'est ça qui se joue. Il se joue que précisément, plus je suis capable de penser la mort, au sens réel du terme, je vais mourir, plus je m'affranchis d'un sentiment de soumission. Qui a appris à mourir a désappris à servir. Le savoir mourir nous affranchit de toute suggestion et contrainte. Et ce qu'on a dit tout à l'heure, il n'y a rien de mal en la vie pour celui qui a bien compris que la privation de la vie n'est pas un mal. Et puis en plus, vous vous souvenez, la dernière fois, on avait parlé entre guillemets, du système, là, petit à petit, la disparition un petit peu en pièces détachées, et que d'une certaine manière, la nature faisait bien les choses. Hein, avec Cicéron aussi qui disait le fruit qui est un peu mûr, il tombe. Hein, bon, et alors que le fruit, dans sa jeunesse, il faudrait l'arracher, et c'est bien plus violent. Pareil. Nature même nous prête la main et nous donne du courage parce qu'effectivement, petit à petit, à mesure que je m'engage dans la vieillesse, à mesure que je m'engage dans la maladie, j'entre naturellement, dit-il, en quelque dédain de la vie. Et donc, d'une certaine manière, ce n'est pas comme si c'était insupportable de voir cette chose qui m'emmène, c'est une forme de délivrance, d'autant que je ne tiens plus si fort, dit-il, aux commodités de la vie, à raison que je commence à en perdre l'usage et le plaisir. J'en vois la mort d'une vue beaucoup moins effrayée, hein, etc., etc. Bon, ça c'est livre 1. Vous allez voir que la bonne nouvelle, c'est qu'au livre 3, on a plutôt envie d'aller danser, plutôt que de faire une rumination sur le fait de penser, d'attendre la mort partout et de voir qu'elle surgit partout, mon Dieu, pour mieux s'y préparer. Non, tiens, finalement, il y a quelques vertus à peut-être n'y pas penser ou ne pas y penser tout le temps, et peut-être même... comment dire, à ne plus en faire le but de la vie. Donc on est en 3.12. Il est certain qu'à la plupart, donc nous tous, la préparation à la mort a donné plus de tourments que n'a fait la souffrance. Bon, donc c'est dit, penser la mort n'est pas nécessairement une bonne affaire, parce que c'est pas si simple que ça. Et dit-il, écoutez,
si vous ne savez pas penser correctement la mort, mettez ça de côté. Nature vous en informera sur le champ. Donc, de fait, pleinement et suffisamment. Elle fera exactement cette besogne pour vous. N'empêchez votre soin. Donc, quoi que vous fassiez, de toute façon, la mort vous tombera dessus et ça suffit comme grande expérience, pas besoin de précéder l'expérience. Et précisément, nous troublons la vie par le soin de la mort et la mort par le soin de la vie. Donc là, on va avoir l'une nous ennuie, l'autre nous effraie. Et effectivement, à dire vrai, nous nous préparons contre les préparations de la mort, et on fait sans cesse cela. Et résultat, si nous n'avons pas su vivre cette injustice de nous apprendre à mourir et de difformer la fin de son tout, si nous avons su vivre constamment et tranquillement, nous saurons mourir de même. Il m'est avis que c'est bien le bout de la vie, mais non pas le but. Donc, on définalise, si j'ose dire, la question de la mort. Ce n'est pas la finalité au sens du sens de la vie, c'est effectivement la question de la finitude. Finitude n'égale pas finalité, donc ça suffit. Et surtout, ça va être une ode, un appel à cette notion de la prise au sérieux, au sens de Jankélévitch, c'est-à-dire être à ce que l'on fait. Voilà la sagesse chez Montaigne, être à ce que l'on fait, donc ne pas troubler la vie par le soin de la mort, ne pas troubler la mort par le soin de la vie, et à un moment donné, donner à chaque chose. Hein, il y a des saisons, hein, il y a des... Et alors, il prend juste cet exemple, parce que généralement, quand on n'a plus d'argument, on va chercher l'argument du bon sens. Et qui est la grande figure du bon sens? C'est généralement la figure du paysan. Je ne vis jamais paysan de mes voisins entrer en cogitation de quelque contenance et assurance y passerait cette heure dernière. Nature lui apprend à ne songer à la mort que quand il se meurt. Et voilà un qui vit à propos. Et c'est le dernier texte magnifique de Montaigne, bien connu là aussi, archi commenté, mais qui est tout à fait toujours absolument pertinent. C'est donc 3.13, avec cette formule magistrale, quand je danse, quand je dors, je dors. Cette injustice de corrompre ces règles, et à ce moment-là, la plus illustre, hein, vous vous souvenez, la plus illustre des occupations de la vie, la plus grande besogne, si on était en livre 1, qu'est-ce que c'était la plus grande besogne? Apprendre à mourir, anticiper la mort, l'attendre partout, etc. Livre 3, la plus grande besogne de tous, c'est notre grand et glorieux chef-d'œuvre, vivre à propos. Donc, vivre à propos et apprendre précisément, avez-vous su méditer et manier votre vie? Vous avez fait la plus grande besogne de tous. Qu'est-ce que c'est? Autre manière de définir qu'est-ce que c'est que ce fameux grand et glorieux chef-d'œuvre, vivre à propos. C'est ça, hein, le moment de sérieux, être à ce que l'on fait. Quand je dors, je dors. Quand je danse, je danse. Il n'est rien si beau et légitime que de faire bien l'homme et dûment. Voilà. Et cet éloge de la relativité, si j'ose dire, de la relativité. J'ai un dictionnaire tout à moi, tout à part moi. Je passe le temps. Je passe le temps. Quand il est mauvais et incommode.
Quand il est bon, je ne le veux pas passer. Je le retâte, je m'y tiens. Il faut courir le mauvais et se rasseoir au bon. Cette phrase ordinaire de passe-temps et de passer le temps représente l'usage de ces prudentes gens qui ne pensent point avoir meilleur compte de leur vie que de la couler et échapper, de la passer, gauchir et, autant qu'il est en eux, ignorer et fuir. Bon, etc., etc. Et qu'est-ce que, tout simplement, l'éloge de la jouissance de la vie. C'est aussi simple que ça. Je la jouis au double des autres, car la mesure en la jouissance dépend du plus ou moins d'application que nous y prêtons. Et donc, à mesure que la possession du vivre est plus courte, il me la faut rendre plus profonde et plus pleine. Pour moi donc, j'aime la vie et la cultive. Bon, c'est véritablement, avec ce dernier tout bon, il a fait tout bon en nommant non pas un ancien ministre, mais le créateur, en tout cas pour ceux qui y croient, qui est le nôtre. Donc ça, c'est le texte de, enfin les différents textes et les différentes approches de Montaigne qui voient tout de même, voilà. Alors là, j'ai un dilemme majeur. Bon, je vais vous dire, le Sénèque, on va l'oublier et le remettre à une autre fois. Vous dire quelques... alors, juste quand même, le Sénèque, puisque c'est une de mes batailles, c'est Lettre à Lucilius, qui est quasiment... enfin, de toute façon, ce sont des correspondances, il y a tous les sujets, mais notamment, bien évidemment, la question de la mort. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on on parlait du temps, là, du temps justement passé, parce que vivre à propos, c'est avoir le sens du temps, la définition du temps, bien sûr. Vous avez la même chose dans la lettre 1, la première lettre à Lucilius, où précisément Sénèque dit « reprends possession de toi-même », voilà, « sois complètement maître de toutes tes heures ». Et je ne vais pas, davantage commenter, mais c'est vraiment dans cette première lettre un éloge du « quel est notre seul bien sur cette terre ?» Le temps propre. On l'avait ici évoqué et j'avais souvent parlé de ce que, Aristote nomme la scolée, la vacance, le loisir, le temps propre, mais ce temps qui est dédié à l'acte de pensée. Ça renvoie aussi au texte de Gunther Anders dans L'obsolescence de l'homme, où il explique que précisément, dans la modernité qui est la nôtre, mais pas que la modernité qui est la nôtre, puisqu'on voit Lettre à Lucilius, le conseil, c'est déjà d'être en vigilance extrême sur ce temps qui est confisqué. Donc, l'affaire n'est pas moderne, si j'ose dire, elle est depuis toujours, mais dans la terminologie dans Gunther Anders, c'est la détérioration de la scolée. Bon, et c'est ça la mort. Le mortifère, c'est ça. C'est quand on vous vole sans cesse le temps propre. Le don le plus mince... Alors, cher Lucilius, tout le reste est d'emprunt. Le temps seul est notre bien. C'est la seule chose, fugitive et glissante, dont la nature nous livre la propriété et nous en dépossède qui veut. Mais telle est la folie humaine, le don le plus mince et le plus futile, dont la perte au moins se répare. On veut bien se croire obligé pour l'avoir obtenu, et nul ne se juge redevable du temps qu'on lui donne, de ce seul trésor que la meilleure volonté ne peut rendre. Et donc, c'est bon, voilà, ça, on y reviendra. De toute façon, c'est un texte important. Quelques études, juste pour vous dire, dans ce dernier quart d'heure final,
les mots, cette fois-ci, non pas des écrivains, mais des médecins eux-mêmes pour raconter cette expérience de la mort de leurs patients. Vous avez ça notamment dans un texte, enfin un article paru dans la revue Pratique et organisation des soins en 2010, un texte de Levasseur et Ladevèze qui s'appelle Le médecin généraliste et la mort de ses patients. C'est une enquête qui avait été menée en Ille-et-Vilaine en 2008. C'est une enquête qualitative, hein, parce que là on est dans du super qualitatif avec des entretiens, etc. Et semi-qualitatif dans le sens où il y a quand même des guides d'entretien. Et on a demandé à ces différents médecins de dire leur ressenti, comment ils mettaient à distance cette question de la mort, la juste distance, leur relation avec la famille. Est-ce qu'ils faisaient une visite ou pas à la chambre mortuaire? Comment ils abordaient la question de la mort avec leur père? Et le protocole jusqu'au certificat de décès. Et voilà un petit peu les quelques éléments qui ressortent d'une de ces enquêtes. Je peux vous donner également plusieurs autres études. D'ailleurs, regardez ce texte de Levasseur et de Ladevèze. Il y a toute une bibliographie à la fin où il y a différentes études. L'une de Sanderson, de Riesdel, l'une de Sullivan, donc l'une de Lerth, donc à la fois des études françaises et plutôt des études américaines qui montrent que les questions bien évidemment sont les mêmes partout, mais qui ont ce côté un peu qualitatif du témoignage. Alors, plusieurs choses, comme chez Jankélévitch, la surprise. Pourtant, Dieu sait s'ils sont au courant. La frustration, le découragement, tout de même la question compliquée de la frontière de l'identification, qui n'est pas simple. Et puis là aussi, là on pourrait, vous vous souvenez avec Jankélévitch, la mort première personne, la mort troisième personne. Là c'est un peu différent, c'est les catégories de mort. Bien évidemment, la mort de l'homme âgé ou de la femme âgée, bon, la mort de l'enfant c'est intenable. En tout cas, là encore, sentiment d'injustice, sentiment de culpabilité, et puis ce sentiment d'imposture pour certains. C'est-à-dire qu'en gros, dès que ça devient grave, il n'y a plus personne, quoi. La médecine, elle n'arrive pas à affronter le seul vrai enjeu de la vie. Alors que, bien évidemment... Donc, devant la vraie gravité, le sentiment d'imposture. Des choses aussi plus concrètes sur la peur de la faute professionnelle. Je discutais encore avec une jeune, interne, qui a fait tout ce parcours-là. C'est pas rien quand on sait la difficulté des études de médecine. Et puis elle arrive là et sa difficulté, c'est de porter sur soi cet enjeu de la vie de l'autre. Et soudainement, cette responsabilité-là, elle ne sait pas si elle a envie de la tenir toute sa vie. Bon, c'est quelque chose, bien évidemment, tout à fait important. La culpabilité de ne pas avoir été présent lors du décès d'un patient que l'on connaît bien. Et puis, tous, le fait de dire tout de même une mise à distance assez rapide, qui semble inhumaine, mais aucun médecin ne pourrait résister à une telle implication émotionnelle. Et donc, là encore, le fait que
enseigner la juste distance est un point tout à fait important. Alors ça c'est assez drôle, j'avais pas. Les généralistes, donc ils sont là, bien évidemment, ils ont une relation un peu différente puisqu'ils connaissent bien le patient. Parfois même, ils connaissent bien la famille, et certains disant que ce qui avait été tout aussi dur que la mort du patient, c'est le fait d'avoir perdu la famille derrière du patient, qui cesse de venir, alors qu'elle venait, par exemple, c'est un médecin de famille, et qui, du moment où l'un d'entre eux est mort, comme s'il fallait faire son deuil de manière jusqu'au cercle du médecin. Et voilà. Et donc beaucoup, et vous verrez dans ces études, beaucoup ont dit voilà, non seulement on perd un patient, mais en plus on perd la famille. Alors est-ce que ça fait partie ou pas du processus du deuil? Beaucoup disant voilà, je vais jusque dans la chambre funéraire, mais je ne vais pas aux funérailles. Et là aussi, expliquant cette problématique de la frontière, en allant et en accompagnant jusqu'à la chambre funéraire, mais pas dans un lieu plus intime et dévolu à la famille. Là, en revanche, non. Dernière chose aussi, là j'avoue que pour moi c'est très loin, il y a peut-être des médecins qui ont pratiqué un certificat de décès. Et alors là, la polémique que vous voyez dans cette étude, c'est se faire payer ou pas pour un certificat de décès. Ça, j'avoue que je vous renvoie aux médecins de la salle. Mais vous verrez dans ces études, voilà, c'est normal. Jusqu'où c'est un geste marchand? Est-ce que c'est possible encore? Bon. Donc voilà. La question de la neutralité émotionnelle, quelle est la bonne place, bienveillance, indifférence, etc. Et puis certains qui véritablement proposent comme une sorte de guide un peu pratique pour l'annonce du décès. Et vous savez qu'aujourd'hui, de plus en plus d'ailleurs, dans la formation initiale, on essaye de penser ce moment de l'annonce. Et, dit-il, il faut se placer au niveau de son interlocuteur de manière symétrique, s'asseoir si possible, fixer sur lui son regard, établir éventuellement un contact physique, utiliser le nom du défunt, éviter le jargon médical. Et par exemple, je cite un verbatim, ça ne s'improvise pas, la relation humaine est essentielle en médecine, etc. etc. Bon. Donc, voilà un petit peu quelques exemples de témoignages de cette relation. Et puis, juste au pas de charge, pardonnez-moi, et on y reviendra au moment des questions, si vous le désirez, vous dire un mot d'un débat qui est plus qu'important. Et je trouve que le texte qu'a fait le CCNE, je ne dis pas ça parce que nous y avons participé avec quelques camarades, mais parce que il fait un état de l'art, je trouve, assez juste, à la fois des convergences et des divergences par rapport à ces questions de la fin de vie. Et vous savez d'ailleurs que le CCNE, quand vous regardez les avis du CCNE, j'ai plus dans la tête exactement les avis, mais le premier avis, c'est une interdiction, bien évidemment, totale d'euthanasie. C'était, je ne sais plus, dans les années, au tout début en tout cas, donc il y a maintenant plus de 30 ans, au tout début du CCNE. Vous aviez un deuxième avis, peut-être fin des années 90, où il y avait une invitation à débattre de la question, à ouvrir le débat, etc. Un avis absolument tonitruant, très intéressant, dans les années 2000, donc avant la loi Leonetti, de la possibilité de mettre en place une exception
d'euthanasie. On n'est jamais allé aussi loin, si j'ose dire. Et puis, le dernier avis concernant la fin de vie, qui lui ressemble à s'y méprendre à ce qui vient d'être posé avec la loi, notamment Leonetti II, c'est-à-dire le droit à la sédation profonde. Et plus globalement, ce que l'on dit depuis un certain temps, et là le consensus est assez ouvert, la question de l'inégalité d'accès des soins palliatifs. Donc ça, c'est le point le plus important de tout ce qui revient. Et Dieu sait si vous avez envie de lire toutes les réflexions, puisque chacun y est allé tout de même de sa réflexion, l'Académie nationale de médecine, le Conseil national de l'ordre des médecins, la Société française d'accompagnement et de soins palliatifs, le Centre d'éthique clinique de l'hôpital Cochin, bien évidemment tous les espaces régionaux de réflexion éthique, la réflexion éthique sur l'espace national de réflexion éthique sur la maladie d'Alzheimer, etc., le Conseil de l'Europe, enfin bon bref, chacun a véritablement donné les EHPAD, l'Observatoire de fin de vie, enfin chacun a donné un rapport, mais tout le monde pose cette obligation déjà de faire connaître et d'appliquer les dispositions légales garantissant les droits des personnes en fin de vie d'accéder à des soins palliatifs. Donc déjà, premier, et je me souviens, je ne sais plus si c'est dans ce texte-là, on meurt mal en France, c'était l'espèce de cri qui avait même été, absolument adoubé par la conférence de citoyens. Bon, donc ça, c'est déjà ce sentiment de situation d'abandon d'une immense majorité des personnes en fin de vie. Ensuite, c'est bien évidemment toujours la critique de l'hospitalocentrisme, c'est-à-dire le fait de mettre en place non seulement, certes, les soins palliatifs, mais l'accompagnement au domicile, et donc la possibilité de vivre le soin palliatif différemment. Également, d'abolir les frontières entre soins curatifs et soins palliatifs, les intégrer dans une véritable culture du soin, non seulement en fin de vie, mais en amont de la fin de vie. Réaliser là aussi un effort massif de formation des médecins, des soignants, par rapport à notamment la loi Leonetti 1 et 2 maintenant. Et puis, la question, c'est le cas maintenant avec la loi Leonetti 2, de rendre contraignantes pour les soignants les directives anticipées. Avant même, je ne vais pas faire le test qui tue, de dire qui a rempli ces directives anticipées dans la salle. 2. Voilà, donc il y a une belle marge de progression. Parce qu'avant de les... Bien sûr, il faut les rendre contraignantes, mais il faudrait déjà les écrire. Il faudrait déjà être au courant de cette chose-là. Et c'est vrai que voilà, il y a une formation assez importante de qu'est-ce que les directives anticipées, comment on fait ça, auprès de qui, qu'est-ce que la personne de confiance, vous savez, c'est-à-dire un tout petit peu, alors là, d'apprentissage de la mort, on pourrait aller chercher ce que nous enseignent Montaigne et Platon pour dire, allez, à un instant, il faut se confronter avec cela. Encore une fois, si cette question de bien mourir avec un sentiment de libre arbitre un tout petit peu convoqué, de fait, c'est sans doute quelque chose qui se pense, se construit. Et là aussi également une modification de la procédure dite collégiale, puisque c'est ce qu'il y avait dans Leonetti 1,
mais en même temps, c'était du collégial, mais en dernière instance, c'était du médecin qui décidait seul. Et donc là, il y a une volonté de véritablement prendre en compte le point de vue des proches, de mettre en place un protocole de décision collective par rapport aux différents cas. Et voilà. Mais ce qui est intéressant dans le rapport, c'est qu'il y a des verbatims. Ça vous renvoie à quelques chiffres de soins palliatifs et seulement 20% des personnes qui devraient bénéficier des soins palliatifs y ont accès. Donc on a véritablement une situation de pénurie et en plus d'inéquité sur, bien évidemment, le territoire. Mais ça renvoie également dans ce texte à qu'est-ce qu'on entend par, bien évidemment, euthanasie, qu'est-ce qu'on entend par suicide assisté et assistance au suicide. Et là, vous revoyez un petit peu les propositions des autres pays, si vous ne les connaissez pas déjà. Vous avez le cas de la Suisse. Qu'est-ce que propose la Suisse ? La Suisse propose notamment, avec son humour habituel, puisque vous savez qu'en Suisse, ce n'est pas un médecin qui accompagne cette démarche d'aide au suicide ou de suicide assisté. C'est une association qui s'appelle Exit. Et donc, moi, je trouve ça charmant. Et quand, alors ça c'est pour les résidents suisses, mais quand vous n'êtes pas résident suisse, vous pouvez faire appel à Dignitas, et donc vous rentrez dans tout un autre protocole. Quelle est la situation? La Suisse a choisi la possibilité, donc, alors bien évidemment, j'ai plus le protocole en tête, mais bien évidemment, tout le monde ne peut pas demander une aide à mourir, sachant qu'il faut différencier l'aide au suicide au sens où c'est vous qui vous suicidez, et donc à ce moment-là, on vous donne un produit. Et il y a néanmoins tout un système de rendez-vous qui est pris, etc., pour que vous fassiez vous-même ce geste. Donc c'est particulier pour prendre rendez-vous. Et mais après, tout un protocole qui dure différents mois, etc. Après, toute une enquête tout à fait sérieuse et avec possibilité, la bonne nouvelle, de ne pas aller au rendez-vous. Donc, mais après, vous n'aurez pas un autre rendez-vous, quand même. Donc, les indécis resteront indécis. Voilà, parce qu'on ne peut pas... bon. Mais je rigole à peine. Hein. Et bien évidemment, le suicide assisté, qui est qu'un tiers sera dans la boucle, avec toute la difficulté de savoir qui est ce tiers, médecin, pas médecin, etc. Donc les Suisses, eux, ont choisi. Et si vous regardez, si vous êtes un tout petit peu intéressé, vous verrez que de plus en plus, hein, je ne sais plus si je l'avais dit ici, mais les gens se filment. Et donc vous avez des films sur YouTube qui viennent filmer ce dernier moment, de la même façon que on a mis en scène un mariage, ben on met en scène le dernier moment et on voit très clairement des proches accompagnés. Hein, c'est très étonnant. C'est très étonnant parce que nous n'avons pas pour l'instant fait entrer dans nos vies la scénarisation de la mort sous cette forme-là. Nous l'avons fait différemment, avec les pleurs, avec les messes, avec le noir, avec les tabous. Et là, on va rentrer dans une phase beaucoup plus colorée, beaucoup plus vivante, avec le moribond qui dit au revoir et qui part. C'est ça hein, qui est devant nous. Et avec le fait que, je pense hein, même sincèrement, que certains auront, non pas plaisir, mais ça participera du processus de deuil, d'avoir pu dire au revoir de cette manière-là. Et de plus en plus, on voit des mises en scène qui vont
jusqu'au bout de cela. Et il y a quelque chose d'assez étonnant, d'assez beau d'une certaine manière. Enfin, c'est particulier. Bon. Mais vous avez également dans ce texte la solution de l'Oregon, qui est encore une autre solution de l'État d'Oregon, où là, c'est plutôt un petit kit. Et là aussi, tout le monde n'a pas le droit d'avoir ce kit létal, mais à un moment donné, vous avez la possibilité de recevoir ce kit létal et de l'utiliser quand bon vous semble. Pourquoi le CCNE a repris cet exemple? Parce que, précisément, le nombre de personnes qui utilisent cet outil-là, en fait, est très, 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 très faible. Alors parfois parce qu'ils sont morts avant, mais parfois aussi parce que précisément, et ça nous renvoie à tout ce que nous avons vu aujourd'hui sur le caractère très mortifère de l'anticipation de la mort, c'est-à-dire qu'à partir du moment où ils savent que à un moment donné, s'ils désirent partir, ils partiront, ils tiennent en fait beaucoup plus et ils n'ont plus envie d'utiliser cela parce que quelque chose les a apaisés, les a rassurés dans une possible autonomie, bien évidemment tout à fait relative, mais parce qu'elle est maintenue, il y a un phénomène d'apaisement tout à fait conséquent et tout d'un coup, ils n'ont plus envie de précéder le moment, tout d'un coup, ils ont simplement la capacité de le vivre. Et donc, vraiment de dire ce que fait Ricoeur, vivant jusqu'à la mort, parce que précisément, dans leur tête, rassurer que ce dernier moment peut être un tout petit peu plus sous contrôle. Voilà quelques éléments aujourd'hui sur cette question de la mort, à la fois des éléments théoriques, littéraires, et puis un peu plus, praticiens. Voilà. Et maintenant, c'est à vous pour les remarques, les expériences, les questions sur ce phénomène-là qui nous est commun.